Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui à Radio Fitness, on parle de quoi? Eh bien, aujourd'hui à Radio Fitness, on a le plaisir de recevoir Patricia Spans qui nous parle de la santé, du fitness du cerveau. Patricia, qui est une coach en santé, naturopathe, qui est une praticienne certifiée du protocole Bredesen, qui est un protocole en fait qui a été mis en place pour prévenir l'Alzheimer. Oui, elle nous parle donc de 7 stratégies qu'on peut mettre en place pour nous aider au niveau du cerveau à avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration, gérer le stress, etc. Et c'est 7 stratégies qu'on peut appliquer dès aujourd'hui. Dès maintenant. Maintenant, tout de suite. Ben, tout de suite après avoir écouté l'épisode. Après l'épisode. Là. Alors là-dessus, bonne écoute. Bon épisode. La santé du cerveau, Patricia, c'est assez intéressant parce que justement, là, en 2021, à Radio Fitness, on a décidé de toucher tous les aspects de la santé, d'élargir notre définition de la santé. Puis, on en a discuté, je pense, sur un des épisodes, comme quoi, avec toute la technologie qu'on a, on connaît très peu comment le cerveau vraiment fonctionne, etc. Fait que la santé du cerveau, c'est quelque chose qui est fascinant. Fait que là, on a une experte avec nous. Fait que peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours, comment t'es tombé dans la santé du cerveau, puis pourquoi tu as décidé de poursuivre dans ce domaine-là. Oui, donc en fait, moi, j'étais passionnée un petit peu comme vous autres, là, de la santé holistique de plus en plus que je faisais des recherches de façon globale, bien manger, l'exercice, les émotions, bon, et tout, depuis que je me souviens, en fait, depuis que je suis tout petite. J'ai fait un parcours plus corporatif, puis il y a quelques années, je me suis réorientée plus en santé holistique, puis j'ai fait des formations en coaching santé pour vraiment accompagner les gens pour changer leurs habitudes de vie parce que je voyais toute la puissance qu'on a de pouvoir faire des changements au niveau de ce qu'on fait puis tout ce que ça peut avoir comme effet sur notre santé puis que souvent les gens, c'est sous-estimé ou sous-exploité, je ne sais pas un très bon terme, en tout cas, bref, il y a beaucoup de potentiel qu'on n'utilise pas avec les habitudes de vie. Et à travers ça, ma maman est tombée malade. Donc, en 2016, elle est décédée de la maladie d'Alzheimer, puis probablement que, ça a commencé, c'est pas définitif, là, c'est venu graduellement, mais au moins, disons, 3-4 ans avant ça. Et mon papa, quand ma maman, en 2016, lui, était déjà dans les débuts, et là, au moment où on enregistre, mon père est dans les phases terminales de la maladie, donc dans un CHSLD, à regarder le plafond, en gros, attendre de manger, puis c'est à peu près tout. Fait que, à travers ma passion pour les habitudes de vie, l'alimentation et tout ça, puis à travers l'historique dans ma famille de voir mes parents dépérir, je me disais, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Je suis convaincue qu'il y a des choses à faire. Fait que je me suis mis un petit peu comme on ferait tous dans cette situation-là, à faire beaucoup de recherches, à lire, à pouvoir me renseigner pour voir comment je pourrais, aider mes parents. Puis après ça aussi, c'est l'hérédité, dans le fond, comment je pouvais aider moi puis mes enfants pour pas qu'on suive le même parcours. Fait que c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser spécifiquement à la mémoire, la santé du cerveau. OK. Puis à travers ça, ce que j'ai découvert, en fait, ça dépassait toutes mes attentes, tout ce que je pouvais penser. Tu sais, j'ai lu plein de livres, j'ai fait plein de recherches, puis j'ai trouvé un livre qui s'appelait La fin d'Alzheimer, qui s'appelle encore La fin d'Alzheimer, qui a été écrit par un neurologue. Le docteur Bredesen, qui vient de la Californie, qui est un des plus grands chercheurs, qui a travaillé avec des prix Nobel de la médecine et ainsi de suite, qui est vraiment un grand chercheur, qui a passé sa carrière. En fait, il a débuté sa carrière comme neurologue à traiter des patients avec des maladies d'Alzheimer. Puis à un moment donné, il s'est dit non, c'est pas vrai que je vais passer ma vie à dire au monde, il n'y a rien à faire, puis faites votre testament, puis trouvez-vous une place où aller vivre quand vous allez avoir un peu perdu la mémoire et vos facultés. Fait qu'il a décidé de dire, tant qu'à ça, je vais me tourner vers la recherche pour trouver des réponses. Fait que petit à petit, c'est comme ça qu'il est arrivé à son chemin. Il a fait plus de 30 ans de recherche. Puis quand j'ai lu son livre, j'ai vu qu'on était vraiment ailleurs. Tu sais, souvent on dit, on prenait des oméga-3, on fait des sudoku, des mots croisés, et ainsi de suite. Mais là, j'ai vu que son approche, la science était beaucoup plus avancée. L'approche était rigoureuse, il y avait une démarche complète, il y avait des gens qui avaient suivi son protocole. On était complètement ailleurs. Fait que c'est là que j'ai vu que j'ai dit, OK, je pense que j'ai trouvé ma mission.
qui est deux choses. Un, faire comme ici aujourd'hui, c'est de faire voir aux gens qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des choses à faire. Puis aussi, d'accompagner les gens à travers cette démarche-là. Et puis, c'est ça, j'ai vu sur ton site Internet que tu étais la première au Canada à avoir été accréditée pour le protocole Bredesen. Comment tu fais pour être accrédité pour ce protocole-là? Fait que je suis la première au Québec, en fait, en francophonie. Donc, dans le milieu anglophone, il y en avait déjà des gens, mais c'était pas accessible en français. Okay. Puis, évidemment, déjà, quand on n'est pas en perte de mémoire, mais tout ça, mais quand on est face à la maladie, en plus, une maladie cognitive, si la seule option, c'est en anglais, bien évidemment, c'est comme pas une option pour la majorité du monde, à moins que ce soit des gens anglophones, évidemment. Et donc, oui, quand j'ai lu le livre, puis en plus, dans le livre, il disait, c'est vraiment centré sur les habitudes de vie, sur un changement, puis que le rôle du coach est vraiment critique à travers tout ça, j'ai dit, OK, c'est vraiment ma place à moi, j'ai trouvé mon créneau. Donc là, j'ai fait des recherches pour voir justement comment je pouvais être accréditée ou certifiée, dans le fond, par le Dr. Bredesen. Puis, j'ai fait les certifications. Il faut déjà être coach ou, il faut être déjà dans un domaine de santé holistique. Et à partir de là, j'ai suivi des formations avec l'Institut de médecine fonctionnelle aux États-Unis en mode virtuel pour pouvoir être certifié par le Dr. Bredesen. Puis une fois qu'on est certifié, là, on a accès aussi à tous les mois à des vidéos, à des formations continues, à l'évolution, parce qu'ils ont commencé en 2012 avec le protocole. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance au début. Plus ça va, plus, par exemple, aux États-Unis, la réponse est grandissante. Donc, la recherche avance de plus en plus vite parce que plus il y a de gens qui suivent le protocole, plus il y a des budgets, plus il y a de réponses, plus il y a de résultats, plus les gens investissent. Donc, c'est sûr que oui, je suis certifiée, mais en même temps, c'est aussi d'être toujours à jour sur les nouvelles percées là, au niveau de tout ce qui est en matière de mémoire et de santé du cerveau. Puis, en quoi consiste ce protocole exactement? Donc, la différence entre l'approche, là où Dr. Bredesen a commencé à avoir des résultats qui étaient différents de tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est quand il a arrêté, quand il a dit, comme tout le monde au début, il a commencé à chercher la pilule, le médicament qui allait résoudre les problèmes d'Alzheimer. Puis à un moment donné, il s'est dit, peut-être qu'on ne trouve pas le médicament parce que c'est peut-être pas l'approche optimale. Puis là, il a commencé à se poser des questions plutôt de savoir c'est quoi les causes racines. C'est un peu le principe de la médecine fonctionnelle. Qu'est-ce qui amène un cerveau à décliner? Et à travers les années, à travers les recherches, dans le livre en français, on parle de 36 facteurs. Là, on est plutôt rendu à 50. Donc, il a identifié plus ou moins 50 facteurs qui, lorsqu'ils sont en déséquilibre, peuvent contribuer à faire décliner le cerveau. La science continue, on continue à trouver des facteurs, mais on ne passera pas de 50 à 5000. On est dans le bon ordre de grandeur. Il va peut-être avoir quelques facteurs qui vont s'ajouter. Et quelqu'un qui commence à avoir des pertes de mémoire, exemple, la personne se répète ou elle met le concombre dans le congélateur, des petits trucs comme ça au début. Quand on arrive à ce moment-là, généralement, ça veut dire que ça fait 15 à 20 ans qu'on est en déséquilibre sur plus ou moins 15 à 20 de ces 50 facteurs-là. Fait que, si on a 3, 4, 5 facteurs, il n'y a personne qui est dans un mode de vie parfait, puis ce n'est pas l'objectif. Fait que 3, 4, 5 facteurs, notre cerveau est capable de naviguer là-dedans. Mais quand on tombe dans plus entre 15 et 20, c'est là que ça peut commencer à poser problème. Fait que la clé du protocole, c'est d'aller voir avec l'individu, c'est quoi chez lui, c'est quoi qui est en déséquilibre. Fait que chez une personne A, ça peut être je mange trop de sucre, je fais pas d'exercice, puis j'ai fumé, donc j'ai été exposée à des toxines dans ma vie. Puis là, j'en ai nommé 3, mais on peut dire qu'il y en a une quinzaine. Et chez une autre personne, ça peut être une carence en vitamines, du stress toute sa vie et, par exemple, manger un régime ultra sucré, par exemple. Fait que l'idée, c'est d'arriver de trouver chez les gens, c'est quoi les facteurs qui ont contribué, d'essayer autant que possible de rétablir l'équilibre sur un maximum. On ne cherche pas la perfection encore là. Un mode de vie parfait, ça créerait plus d'anxiété, plus de stress, fait que ça ne serait pas nécessairement ça. Puis, d'arriver à faire assez de changements, dans le fond, pour passer le point de bascule, puis revenir à ce que le cerveau recrée les synapses plus vite qu'il les détruit. OK, fait que dans le fond, c'est quand même, c'est réversible. C'est sûr qu'on adresse les symptômes. C'est la personne qui ferait un changement de mode de vie puis qui arrête,
Ben, puis j'en ai eu des clients pour plein de raisons, on part en vacances ou ainsi de suite. Ben, assez rapidement, les symptômes vont revenir. Mais on arrive à gérer les symptômes à travers. Mais on est quand même susceptible. Et dans le fond, l'approche qu'on travaille, donc je vous disais, il y a 50 facteurs. Fait que, dans le fond, il y a 7 stratégies clés au niveau du mode de vie sur lequel on travaille, sur lequel on intervient pour vraiment soutenir la mémoire, le cerveau. Donc, je peux vous les nommer. Oui, ça serait sublime. Oui. Oui. Donc, le premier, évidemment, c'est l'alimentation, sans surprise. Donc, il y a l'alimentation. Ensuite, évidemment, il y a l'exercice. Donc, il n'y a rien d'autre qui compense la partie d'exercice. On ne peut pas prendre un supplément pour dire bon, ben, je ne fais pas d'exercice, je prends un supplément pour compenser. Non. Donc, on veut bouger. Ensuite, l'entraînement cérébral. Autant on entraîne notre corps physique, on veut aussi entraîner le cerveau. Fait que tout ce qui peut faire travailler nos méninges, faire des mots croisés, des sudoku, tout ça, c'est vrai que ça contribue. C'est juste que c'est pas suffisant. Tu sais, quand on parlait des 15 à 20 facteurs, il faut que je fasse plusieurs changements pour arriver à avoir un impact, un effet. Donc, j'ai nommé l'alimentation, le mouvement, l'entraînement cérébral, le sommeil, le repos. Donc, si je fais tout ça, mais que je souffre d'insomnie, ça va être très, très difficile parce qu'il y a plein, entre autres, la mémoire, ce que j'apprends la journée, bien, la nuit, ça s'imprègne dans ma tête. Puis on a juste à penser à quand on n'a pas dormi la nuit, comment on se sent quand on est jeune et en forme. Donc, imaginez quand on est en situation de défi. Donc, c'est sûr qu'il y a le sommeil. Ensuite, il y a le stress. Donc, encore là, tu sais, on a juste à penser à quand on était étudiant, puis on était face à un examen, tout ce qu'on avait appris par cœur, où on avait tout étudié, on arrivait devant l'examen, puis on oubliait tout. Ben, c'est ça. Fait que le stress, c'est pas très, très bon. Les carences, donc si je suis carencée en différentes vitamines et nutriments, tout ça, bien évidemment, le cerveau a besoin d'être alimenté. Et le dernier, et non le moindre, qui est le plus surprenant, c'est la toxicité ou la charge toxique. OK, la charge toxique. Ben, quand tu parles d'entraînement cérébral, ça m'interpelle parce que je me rappelle, il y a quelques années de ça, j'avais téléchargé une application qui, justement, te faisait faire à travers des jeux, des exercices cérébraux. Est-ce que tu trouves que c'est des bonnes choses? Est-ce que tu prônes ce genre d'application-là? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, tout ce qu'on peut faire, puis dans toutes les recommandations, hein, vous le savez, là, quand on change de mode de vie, c'est toujours d'où on part puis vers où on va. Chaque pas dans la bonne direction, c'est un bon pas. Mais oui, tout à fait. Donc, tout ce qui est application, il y en a qui sont particulièrement faites pour faire travailler le cerveau. Moi, je travaille avec une qui s'appelle Brain HQ, comme le cerveau, le Brain HQ, qui est disponible en français. Il y a aussi l'Humocité, qui est québécoise, que je connais moins, mais qui est très, très bien aussi. Mais tout ce qu'on fait, que ça soit, il y en a qui n'aiment pas des fois électronique, donc ça peut être des livres. Il y a plein de livres aussi d'entraînement du cerveau. Donc oui, toutes ces approches-là, effectivement. L'objectif par rapport à l'entraînement cérébral, c'est de faire environ 90 minutes par semaine réparties sur 3 à 5 séances. Donc, dans le fond, 3 à 5 fois par semaine pour arriver à un total de 90 minutes. Ah oui, quand même. C'est plus que je pensais. Parce que ces applications-là, 10 heures sont en seulement 5 minutes ou je ne sais pas trop quoi par jour, mais 5 minutes par jour, ça ne fait pas 90 minutes par semaine. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, après, 5 minutes par jour, c'est mieux que de ne pas le faire. Puis ça dépend toujours où on est. Tu sais, souvent, c'est sûr que ça dépend dans notre vie active. Quand on est plus jeune, ben, on utilise notre cerveau plus dans tout ce qu'on fait, dans notre travail et tout ça. Mais tu sais, des fois, à un moment donné, si c'est la seule source de stimulation qu'on a, ben là, oui, c'est différent. Ou tu sais, notre principale source de... quelqu'un qui est plus sur le marché du travail, qui travaille moins, qui utilise moins son cerveau par ailleurs, ben là, oui, on essaie d'augmenter. Et là, tu as dit 90 minutes par semaine. Mais là, je vais faire un parallèle avec l'entraînement physique parce qu'il y a des gens qui se disent, moi, je vais aller m'entraîner 7 heures d'affilée le lundi et je ne vais pas y aller pendant un mois. Je vais m'être entraîné 7 heures dans le mois. C'est pas la même chose que de s'entraîner 30 minutes à chaque 2 jours pendant un mois. Donc, est-ce que m'entraîner mentalement 90 minutes une journée, c'est correct ou c'est quoi la durée maximale, disons, d'une séance d'entraînement cérébral? Ben, c'est le même principe que l'exercice physique. Hein. Ce que je fais dans la journée, ben, la nuit, ça s'imprègne.
Ou même, moi, je fais des cours de musique. Donc, si je fais 5 minutes par jour à tous les jours, ça n'aura pas du tout le même effet que faire une fois 1 heure. Parce que à chaque fois qu'on le fait, ben ça s'imprègne, puis surtout la nuit, le lendemain, on recommence. Donc, oui, c'est réparti. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je disais 90 minutes. Donc, si on le fait 3 fois, ben c'est environ 30 minutes. Et si on le fait 5 fois, ben c'est plutôt 20 minutes, tu sais, entre 20 et 30 minutes selon le temps pour arriver à 90 minutes. Mais dans un monde idéal, oui, c'est mieux 5 fois dans la semaine, une vingtaine de minutes. Et puis, quand tu as parlé d'alimentation, qu'est-ce que tu suggères aux gens de faire avec leur alimentation pour... tu sais, c'est clair que j'imagine les gens qui mangent beaucoup de sucre, couper le sucre, etc. Mais est-ce que tu prônes la diète keto pour avoir plus de gras dans ton alimentation? Parce que je sais que le gras, c'est bon pour le cerveau. Qu'est-ce que vous suggérez comme type d'alimentation? Oui, ben c'est un peu toutes ces réponses. Puis, ça vient... C'est tout ce que moi, je recommande, dans le fond, c'est ce qui est, selon la science, qui est vraiment optimal pour le cerveau. Fait que des fois, c'est pas nécessairement la moyenne, mais c'est vraiment optimal. Donc, la première chose au niveau de l'alimentation qui est étonnante, c'est pas nécessairement de changer ce que l'on mange, quoi qu'on veut le changer, c'est sûr, mais avant même ça, ce qui est encore plus important, c'est le quand on mange, puis c'est un jeûne intermittent. Donc, puis, dans le fond, la portion alimentaire qui est recommandée par le protocole, c'est un Cytoflex 12-3. Donc, le 12-3, c'est l'intermittence. Donc, je passe 12 heures sans manger. Fait que si mon dernier repas, je finis à 7 heures le soir, ben je ne mange pas avant 7 heures le lendemain matin. Et on peut extensionner, évidemment, jusqu'à 16 heures. Le 12 heures, d'habitude, c'est assez facile à suivre, parce qu'on dort à travers ça. Mais c'est le 3 qui est le plus difficile, puis c'est de ne pas manger 3 heures avant de se coucher. Ça, c'est vraiment important. Les gens, souvent, ne le savent pas, puis on a tendance à grignoter le soir, on regarde la télé ou quoi que ce soit, on mange un petit peu. Ça, c'est vraiment la première chose à changer. Puis c'est un changement, somme toute, qui est quand même assez facile à mettre en place. Puis il y a plein de bénéfices à faire ça, qui viennent soutenir notre cerveau, le taux de sucre dans le sang, notre glycémie, ça nous aide à mieux gérer la glycémie, on dort mieux, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plein de bénéfices. Donc, ça, c'est l'étape 1. Puis j'inviterais tout le monde qui nous écoute si vous ne le faites pas déjà, à mettre ça en place. Ça, c'est vraiment le premier changement. C'est quelque chose de facile à mettre en place que les gens peuvent faire par eux-mêmes, puis déjà voir un bénéfice. Après, ben là, on rentre dans les changements alimentaires. Donc oui, c'est un peu ça, le Cytoflex. Donc, en gros, c'est moins de sucre, moins de féculents, plus au moins 50% de bons légumes dans notre assiette, une bonne protéine et des bons gras, effectivement, de rajouter du bon gras. Est-ce que tu as une préférence de gras animal ou de gras plus qu'on va chercher dans les avocats ou ce genre de choses-là? Oui, c'est ça. Il faut faire attention avec le keto, avec beaucoup de crème. Pour le cerveau, on veut aussi travailler au niveau de l'inflammation. Donc, tout ce qui est produits laitiers et gluten, on essaie de réduire. Bon, dans le cétogène, il n'y a pas de gluten parce qu'on n'a pas de céréales, donc ça va. Mais il y a souvent beaucoup de crème et de produits laitiers. Donc, nous, on essaie de réduire les produits laitiers, puis de privilégier, mettons le bacon, tout ça, là, c'est pas on essaie de privilégier une alimentation vraiment saine, végétale. Okay. Fait que les bons gras, ben, c'est plutôt justement des avocats, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, mettre un filet d'huile sur nos légumes, des choses comme ça, des noix, mais pas nécessairement le bacon ou, et puis, il y a d'autres objectifs, là, où les gens qui font un cétogène comme ça, c'est souvent un objectif plutôt de perte de poids. Mais quand on parle de santé du cerveau, c'est vraiment de bien nourrir notre cerveau avec les aliments qui sont remplis de nutriments. Et là, tu parles de bacon. Tout de suite, je suis intéressé. En quoi est-ce que le bacon versus les autres sources de gras dont tu as parlé, en quoi est-ce qu'il est... Je ne sais pas si c'est... un détriment par rapport à la santé du cerveau ou c'est juste pas autant efficace que les autres sources de gras dont tu as parlé? C'est quoi la différence entre le gras bacon, parce qu'on parle du bacon ici, juste encore une fois dire bien bacon, ou du beurre, mais le beurre, là il est plus un produit laitier. Fait que là, on a compris l'idée du produit laitier, mais le bacon en particulier, je suis très intéressé par le bacon. Si tu pourrais nous expliquer pourquoi le bacon? Bien, souvent dans les régimes keto que les gens font pour la perte de poids, on met beaucoup de crème fraîche, beaucoup de bacon et ainsi de suite, pour augmenter. Puis comme je dis, ça, c'est d'autres objectifs santé. Oui. C'est pas ma spécialité. Mais pour le cerveau, on veut vraiment des aliments qui sont extrêmement nutritifs. Le bacon,
malheureusement, tristement, je ne veux pas briser votre rêve, mais ce n'est pas un aliment qui est super, super santé. Il y a du gras dedans, il y a beaucoup de gras. Donc, c'est pour ça que si on veut aller dans la perte de poids et on veut augmenter le gras, c'est souvent quelque chose qu'on propose. Mais c'est pas ça qui va... Par rapport à un avocat, l'avocat va davantage avoir de vitamines, de nutriments et tout ça pour vraiment nous soutenir dans le cerveau. C'est pour ça que je disais, dans l'assiette, on voudrait 50 de produits végétaux, un autre 25 de protéines qui peut être animales ou végétales selon les préférences des gens. Et après ça, un bon gras, comme je disais, qu'on peut mettre un filet ou ça peut être un avocat, ça peut être des noix ou ainsi de suite. OK. Donc, si je comprends bien, la raison pourquoi le bacon n'est pas optimal, c'est parce qu'il n'y a pas tous ces aspects de vitamines et de minéraux qui viennent avec le gras. Exactement. Okay. Exactement. Donc, si je prenais du bacon avec une multivitamine, ça irait. Absolument. Non! C'est vrai qu'on a bien compris, je pense. Je veux faire le vrai protocole, je veux les vitamines, les minéraux et bon, les suppléments. Mais tu sais, le mot le dit, hein, supplément, ça ne devrait pas compenser, pas plus l'exercice que l'alimentation, en fait. Hein? Le supplément, il peut nous aider, soit en transition ou pour différentes choses, mais l'objectif, c'est vraiment de changer le mode de vie puis vraiment d'avoir un mode de vie sain. Je vois. Fait que non, pas de bacon avec supplément. Désolé. OK. C'est bon. Ça serait la même chose que d'être assis à regarder le sport puis de dire je prends mes suppléments pendant que je regarde les gens jouer au soccer à la télé. Non, ouais, c'est ça. Je fais mon heure de sport. Je regardais 1 heure de football à la télé. C'était mon heure de sport. Donc, tu parlais des stratégies puis des facteurs. Fait que là, tu as parlé de 2-3 stratégies. On va revenir aux stratégies, mais je suis vraiment curieux de savoir les 50 facteurs. Y a-t-il un endroit où est-ce qu'on peut avoir une liste de ces 50 facteurs-là? Il y a un livre. En fait, c'est dans ceux qui veulent en savoir plus, le Dr Bredesen a écrit un livre qui s'appelle La fin d'Alzheimer. Il y en a un deuxième qui est sorti en anglais seulement, qui vient de sortir l'été dernier. C'est sûr que dans le premier, comme je vous disais, on est plus à 36 facteurs à ce moment-là. La science a quand même avancé, mais c'est très, très détaillé. Donc, on a tout. C'est sûr qu'à travers ça, il y a des carences en vitamines, exemple la vitamine B, la vitamine D. Il y a l'exercice, il y a plusieurs facteurs. Il y a au niveau alimentaire. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment aller en détail, le livre du Dr Bredesen. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une lecture de vacances. C'est un des livres, puis j'ai des bibliothèques pleines de livres sur l'alimentation, la nutrition. Ça doit faire 20 ans que je lis sur ces sujets-là. C'est un des plus difficiles à lire dans le sens qui est très théorique et très, on parle vraiment de tant de milligrammes de ci ou ainsi de suite. Donc, quelqu'un que ça l'intéresse vraiment, oui, il peut aller consulter le livre. C'est la meilleure source. OK. Et puis, est-ce que sur ces 36/50 facteurs, est-ce qu'il y en a qui ont plus de poids dans la balance ou sont tous pas mal égaux? C'est sûr que l'alimentation, c'est super important. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de poids? Sans doute que oui, mais c'est toujours la même chose. Si je fais juste, même s'il y en a un qui aurait le plus de poids que possible, si je faisais juste ça, j'aurais pas. Donc, c'est vraiment la somme de plusieurs changements qui fait qu'on a un résultat là où quelqu'un aurait juste fait un des changements puis il n'y aurait pas eu le résultat. Exemple, l'entraînement du cerveau. Les gens qui combinent ça avec le reste, les gens qui trippent sur l'entraînement cérébral, d'habitude, ils ont des bons résultats. Mais s'ils faisaient juste ça, puis ils continuent à manger le bacon. Non, je niaise. Qui continuent à manger, dans le fond, beaucoup de sucre, ça va être dur. Je dirais que le sucre, à mon avis, c'est quand même un point vraiment élevé. C'est un de ceux qui sort du lot, de manger beaucoup de sucre, puis pas juste dans les desserts, mais dans notre mode de vie, le sucre est partout, on s'en rend pas compte, les féculents, les pommes de terre, le pain, tout ça, c'est vraiment un gros, gros point. Donc, selon le protocole, c'est Bredesen? Bredesen? Bredesen, oui. Donc, selon le protocole Bredesen, c'est quoi l'équivalent de beaucoup de sucre? En fait, dans un monde idéal, souvent les gens disent combien. Quand moi, je travaille avec les gens, idéalement, c'est d'avoir, quand les gens font le protocole, on prend une mesure de glycémie le matin à jeun pour voir où ils se situent. Et les recommandations du Dr Bredesen sont plus, on va dire, sévères. J'aime pas le mot sévère parce qu'on est là pour promouvoir la santé, pas plus précise, le régime et tout ça. Mais est plus sévère qu'exemple, ce qu'un médecin dirait par rapport au diabète. Donc, les fourchettes de ce qu'on recherche au niveau optimal du cerveau.
Puis ça dépend où on est. Ça dépend si c'est quelqu'un qui a déjà des troubles de mémoire, quelqu'un qui travaille en prévention, ça va être différent. OK. Fait que pour le diabète, je crois que c'est autour de 7 le taux de glycémie qu'il faut maintenir. Et donc, selon le protocole, ça serait autour de quoi? Autour de 5, en fait, l'objectif. Ah, OK. Bon, fait qu'on a un bon Ouais. barème. Ouais, c'est plus sévère. Ouais, c'est plus sévère. Puis ça, je dirais que c'est pas mal le premier changement sur lequel on regarde là, par rapport à l'alimentation. Est-ce que les gens, en général, ont de la difficulté à faire tous ces changements-là? Parce que je sais que, tu sais, couper pâte, patate, riz, Pizza, poutine. Pizza, poutine, sucre, dessert. Bière, c'est alcool, vin. Ouais, exact. Ça doit être J'ai quand même assez beaucoup difficile. de clients français. Je dirais que j'ai 80% de clients français. Fait que c'est sûr que quand on dit couper vin, fromage, là, vin, fromage, baguette, là, je te dis que ça saute pas du joie. Hein? Ouais, On vient de... Mais ben, tout est question, ben, vous devez le voir, vous autres aussi, là, toujours tout est question de motivation puis de vouloir changer ou pas. Ce qui est sûr et certain, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que si tu as une trajectoire puis que c'est pas la bonne trajectoire puis tu veux pas que ça continue là vers où tu t'en vas, ben, on n'a pas le choix que de faire des changements, sinon on continue sur le même chemin. Donc, pour changer de chemin, ben, il faut faire des changements, il faut que ça soit assez radical. Mais il n'y a personne qui sort de joie et qui dit c'est facile, du moins pas au début. Je dirais que la période la plus difficile, puis vous le voyez peut-être là, dans vos interventions que vous faites, tu sais, au début, on est motivé. C'est la même chose si on s'abonne pour faire du sport. Les 3 premières semaines, là, on y va 4 fois, on court au gym, puis on est content. Puis c'est le bout entre, je commence à sentir les effets, mais je ne sens pas encore les effets, mais je continue à avoir la discipline. Quand les gens commencent à se sentir différemment, là, c'est facile. Là, les gens voient une différence, là, ils veulent continuer. Ben, c'est facile. C'est jamais facile, là. Il y a toujours des défis, mais c'est plus facile. Mais c'est la période entre les deux. Là. J'ai fait des changements, j'ai fait tous les sacrifices, mais je n'ai pas encore les bénéfices. Là, c'est vrai que c'est vraiment difficile. Moi, mon approche est toujours oui, excuse-moi. L'équivalent de la dernière semaine du mois de janvier. Là. Oui, c'est en plein ça. Cette semaine-là, je travaille de plus en plus pour outiller les gens, pour leur faire prendre conscience des petites améliorations qu'ils ne verraient peut-être pas, par exemple l'énergie, de rester motivé. Puis c'est ce que le docteur Bredesen dit, le plus gros défi du protocole, c'est ça, c'est que les gens lâchent avant de voir les résultats. C'est vraiment ça. La plupart des gens qui viennent te voir, est-ce que c'est des gens qui se rendent compte qu'ils commencent à avoir un problème ou s'ils viennent plus pour de la prévention en général? Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup des gens qui se rendent compte qu'ils commencent à avoir un problème, qui n'ont pas nécessairement encore un diagnostic, qui ont entendu parler, qui veulent faire des choses, qui veulent mettre les chances de leur côté, puis comme je disais, changer la trajectoire, donc ils sont prêts à faire une différence. Puis je dirais que c'est vraiment le bon moment pour agir, parce que c'est là où on a plus de facilité là, à changer de trajectoire, justement. De plus en plus, avec la sensibilisation, avec des choses comme on fait aujourd'hui, ben, les gens viennent me voir un petit peu comme moi, je vous racontais, moi, je fais ça parce que, bon, la trajectoire de mes parents, mon père et ma mère, en plus, moi, c'est pas c'est 2 parents, donc on peut comprendre que c'est quand même une grosse préoccupation chez nous. Mais c'est souvent des gens qui ont eu dans leur famille un historique et qui se disent, moi, je veux changer de trajectoire, justement, j'ai le sentiment d'avoir l'épée de Damoclès sur la tête et je veux faire des changements maintenant. Donc, de plus en plus, les gens, je suis contente, viennent même aussi en prévention. Et quand on vient en prévention, ben on peut faire des changements, mais évidemment plus lentement, plus en douceur et des fois moins sévère aussi. Puis, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi aussi, mon grand-père est décédé de l'Alzheimer récemment, donc c'est bien que je vais pouvoir en informer ma famille de commencer à faire de la prévention. Est-ce que, par contre, une fois que c'est commencé, est-ce que c'est réversible? Bien, comme je disais, puis je vous invite, je vais inviter les gens à aller lire puis faire leur propre opinion. Ils peuvent aller, comme je disais, il y a le livre, puis ils peuvent aller aussi sur le site du Dr Bredesen. On pourra peut-être le mettre en référence. En fait, sur mon site web, ils ont toute l'info, puis ils ont les liens vers les différents éléments là, de recherche de science. Il y a une grosse étude qui est en train d'être faite à plus grande échelle, mais c'est une étude sur, je pense, c'est 1 ou 2 ans, donc je pense que ça devrait être terminé cette année. Donc, c'est les symptômes qu'on adresse. Comme je disais, quelqu'un qui... ça dépend si on est en prévention, on peut se dire que, dans le fond, l'objectif, on espère de ne pas suivre la trajectoire. Et si on est déjà avec des symptômes, oui, on peut adresser les symptômes. Mais comme je disais, généralement, dans ce cas-là, si la personne fait le protocole pendant 6 mois puis arrête, ça revient souvent assez rapidement. Ça dépend des gens. C'est comme dans n'importe quoi.
tout le monde n'a pas besoin du même niveau de rigueur pour avoir des effets. Il y en a, c'est comme n'importe quoi. On connaît toute la personne qui a fumé toute sa vie, qui n'a pas bougé, tout ça, puis qui a vécu jusqu'à 98 ans. Ah, pourquoi mystère? Puis l'autre qui a vécu, qui a super bien mangé toute sa vie, puis qui est malade à 50. Bon, il y a plein de facteurs. Il y a l'âge, il y a le métabolisme, il y a l'environnement. Bon, il y a tellement de facteurs que c'est variable. Mais quand on le fait, puis on le sait, puis on sait comment on se sent, là, les gens arrivent à eux-mêmes savoir quand est-ce qu'ils font trop d'écart, puis il faut qu'ils reviennent sur le droit chemin. Et à quel point est-ce que l'hérédité rentre en ligne de compte? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que c'est une question qui revient souvent, puis on pense que l'hérédité, que c'est héréditaire, l'Alzheimer, puis que ça vient principalement de l'hérédité. Il y a une composante héréditaire. Quand on dit j'ai le gène d'Alzheimer, dans le fond, c'est des gens qui ont le gène APOE4. Donc, on peut avoir évidemment 0, 1 ou 2 copies selon le cas. On peut faire un test pour le savoir avec notre médecin, mais donc, quand on parle d'hérédité, c'est des gens qui ont 1 ou 2 copies de ce gène-là. Et il y a d'autres gènes qui peuvent intervenir, mais quand on dit j'ai le gène d'Alzheimer, c'est ce gène-là. Quelqu'un qui aurait 2 copies du gène, selon les études, ça varie, mais aurait entre 50 et 90 % des chances de développer la maladie s'il ne met pas en place un mode de vie, comme on parle de prévention. Mais ça représente environ juste 2 % des cas de la maladie. Wow! Donc, majoritairement, et la maladie est en grande croissance dans les prochaines années, si on suit la tendance, je veux dire, ça va être astronomique, le nombre de cas, selon les statistiques. Puis je les ai pas par cœur, mais sur mon site web, elles sont là, puis il faut aller voir la Société d'Alzheimer, mais c'est vraiment en grande augmentation. Et ça vient du mode de vie sédentaire, l'alimentation industrielle, tout ce qui vient en ligne de compte. Donc, oui, il y a une partie génétique, mais ça représente plus ou moins 2 % des cas. Il reste 98 % des cas. On peut jouer avec notre mode de vie. Et même ceux qui ont la génétique, le mode de vie peut influencer. Par contre, les gens qui ont la génétique puis qui suivent le protocole, eux, ils suivent vraiment à la lettre. Là. C'est vraiment très rigoureux. Là, je vous ai parlé de 2 copies. Je n'ai pas été dans le détail. Il y a des gens qui ont une seule copie. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est environ 25 % de la population qui ont une copie et on a environ 30 % plus de chances d'avoir la maladie. Mais quand on parle de quelqu'un qui a le gène Alzheimer, c'est vraiment quelqu'un qui a 2 copies. Et dans ce cas-là, oui, la trajectoire, si on ne fait rien, est assez... Moi, je ne le sais pas. Je vais le faire, le test, mais je ne sais pas si j'ai 2 copies, mais un jour, je vais le faire. C'est un test qu'on peut faire chez notre médecin de famille qui va nous faire ça ou on doit aller à un endroit spécial? Non, si on veut, c'est au médecin de famille. Dans le fond, c'est à la discrétion du médecin de famille de décider si c'est fait le test ou non. Et oui, c'est par le biais de notre médecin de famille. OK. Et là, ça dépend il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Là, c'est au médecin à décider s'il juge que c'est pertinent de faire le test ou pas. En fait, j'allais dire, quand on parle de santé du cerveau, on parle de différents points. On parle de la mémoire, on parle de la concentration, on parle de gestion de stress. C'est tous ces aspects-là du cerveau, de notre fitness de cerveau qu'on veut améliorer finalement, c'est ça? Oui, puis tu sais, le cerveau, c'est ce qui gère tout, hein? C'est la base de commande de tout. C'est pour ça que les gens, dans le fond, quand on est en déclin cognitif, en fait, pour faire simple, là, c'est que notre cerveau, au début, il y a 100 % des fonctions, tu sais, comme on a parlé de l'alimentation, l'exercice. Donc, il est soutenu, il est capable de soutenir à 100 %. Puis à un moment donné, il est carencé, il y a des choses donc, il n'est plus capable de fonctionner à 100 %, il tombe à 90 %. Et là, le cerveau, le corps est fait qu'il laisse aller quelques fonctions qui sont moins essentielles. Donc, c'est pour ça qu'au début, avant même de commencer à se répéter, souvent c'est l'odorat, les gens ne s'en rendent pas compte, qui commence à diminuer. Après ça, on répète les choses souvent, mais ce n'est pas des choses essentielles. Et c'est pour ça qu'on voit mais là, si on continue sur la même trajectoire, le cerveau n'est pas encore suffisamment soutenu, là, on tombe à 70, là, le corps dit, OK, je vais laisser aller telle autre fonction essentielle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne doit être en couche, ne peut plus manger d'elle-même, ou ainsi de suite. Ça, c'est quand on va vraiment loin. Donc, oui, le cerveau, il gère tout. Donc, c'est pas juste... On associe toujours Alzheimer, perte de mémoire, mais c'est plus large que ça. Le cerveau, c'est le maître à bord. Là, C'est ça, parce que quand on parle de perte de mémoire,
je pense que ça nous est tous arrivé d'aller quelque part et dire « Ah, Colin, j'ai oublié telle affaire. » Je me rappelle vouloir aller patiner, puis je suis arrivé à la patinoire, puis j'avais oublié mes patins. Bravo! Mais là, c'est pas problématique au point que je dois reviser toutes mes habitudes de vie parce que j'ai oublié mes patins une fois. Fait à quel moment est-ce qu'on doit dire « OK, là, il y a peut-être une cloche qu'il faudrait que j'ai consulté ou que j'ai voir quelque chose ou que je fasse attention à mes habitudes de vie? » Ben, j'aurais envie de te répondre de deux façons. T'sais, dans un monde idéal, on ferait toute attention avant qu'il y ait quelque chose qui nous arrive pour être en prévention. Donc ça serait dans le monde idéal. Mais quand est-ce que là, on pourrait dire, ouais, là, ça vaut la peine que j'y porte attention? Généralement, les gens, on le sent là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens vont généralement le sentir qu'ils ne sont pas aussi vite d'esprit. Ce que les gens me disent souvent, quand ils me consultent plutôt en prévention, ils vont dire, ben, j'ai l'impression de chercher mes mots plus qu'avant. Ou chercher les noms des personnalités. Avant, je connaissais le nom des premiers ministres ou peu importe des acteurs facilement au titre d'un film, elle venait tout seul. Là, des fois, il faut que je pense pendant une demi-journée avant que ça me revienne. C'est des choses qui reviennent souvent. Les gens autour vont observer que la personne se répète, mais la personne elle-même a l'impression que je me sens moins vif d'esprit. J'ai plus de difficulté à lire puis rester concentrée. Donc ça, c'est vraiment des super bons signes. Puis c'est un bon moment pour agir parce que on n'est pas encore, on est encore dans une situation qu'on peut faire beaucoup de choses, puis on n'est pas dans une maladie. Là, donc c'est... La concentration, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Ça, c'est un truc que Charles a besoin d'améliorer énormément, la concentration. Mais donc, pour revenir au sommeil, c'est peut-être la concentration, ça a peut-être un lien avec le sommeil? À la base, là, tout est interrelié. Donc, à chaque fois que je travaille sur quelque chose, ça a l'effet sur le reste. Si je dors pas bien, ben, je vais être plus stressée le lendemain, j'aurai moins d'énergie, j'aurai plus envie de manger du sucre pour me donner un boost d'énergie. Bon, et aussi, si je mange beaucoup de sucre, je risque de moins bien dormir. Le sucre, ça cause un stress physiologique au corps, donc ça augmente le stress au-delà de ce que je vis. Donc, tout est interrelié. C'est pour ça que souvent, moi, quand je travaille avec mes clients, on essaie d'identifier les points les plus importants, puis on travaille sur ceux-là, et par le fait même, on influence tout le reste. Mais le sommeil, oui, c'est fondamental, c'est sûr. Oui, parce que c'est comme la même chose. On peut dire la même chose dans le fitness. Tu t'entraînes comme un athlète olympique, puis tu dors pas, tu n'auras pas les gains que tu es supposé avoir. T'sais. Puis je sais aussi que le sommeil est super important parce que ça vient nettoyer une plaque qui se forme dans le cerveau qui, justement, peut engendrer l'Alzheimer. Est-ce que tu vois que le sommeil est quelque chose que tes clients, en général, ont de la difficulté à gérer? Parce que, tu sais, on vit dans une société où est-ce que go, on n'a pas le temps, je vais dormir quand je vais être mort et tout, puis dormir 6 heures par nuit, c'est tout à fait commun. Est-ce que c'est un des aspects que tes clients ont le plus de difficulté à gérer? En fait, le sommeil, c'est un oui ou non. Tu sais, soit que tu souffres d'insomnie, puis c'est un gros défi, puis là, on va travailler là-dessus avant n'importe quoi d'autre, parce que comme tu l'as dit, c'est quand même qu'on travaille sur tout le reste. Quelqu'un qui dort pas bien, ça va être difficile. Mais il y a beaucoup de monde qui dort bien, donc c'est pas un problème. Tu sais, c'est vraiment un ou l'autre. Si j'ai ce problème-là, c'est souvent mon plus gros problème. Sinon, si je l'ai pas, je l'ai pas. Je vous dirais que les deux choses qui reviennent, il y a comme 3 éléments qui reviennent. L'élément que je vois le plus, puis là, j'insiste encore plus, ça va vous faire sourire parce que c'est sûr que vous en parlez avec le sport, puis que tout le monde le sait, puis on le sait tous, mais le point commun que je vois le plus, c'est la déshydratation. Les gens ne boivent pas assez d'eau. Oui. Vraiment, là, je pense qu'il n'y a pas un de mes clients qui boit assez d'eau. Donc là, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est comme ça de façon générale dans la société ou est-ce que c'est un point commun puis finalement, l'eau est vraiment importante? Tu sais, c'est sûr que l'eau a tellement au niveau de la gestion de la glycémie, mais aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, de la toxicité, mais on pourra en reparler. Mm-hmm. Mais tu sais, si j'essaie de nettoyer mon système, de laver les vêtements, la vaisselle ou le linge ou les planchers, puis je mets juste du savon sur mon plancher, pas d'eau, ça fait quoi? C'est ce que je dis aux gens, dans votre corps, c'est la même affaire. L'eau est là pour nettoyer. Si ça fait 40 ans que quelqu'un ne boit pas beaucoup d'eau, on peut s'imaginer, puis là, c'est vraiment mon opinion personnelle, je n'ai pas lu de recherche là-dessus, mais on peut s'imaginer que le système a peut-être fini par s'encrasser avec le temps. Ben oui, clairement. C'est certain. Et selon le protocole de Bredesen, c'est combien d'eau qu'on devrait boire par jour?
Ben, tu sais, je dirais que c'est comme les recommandations classiques. Là. Moi, je recommande toujours environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Après, ça varie en fonction du poids, du climat, de l'exercice et tout ça. Là, mais ouais. Tu sais, j'ai des clients qui me disent, je veux dire, je les ai toutes entendues les réponses. Là, est-ce que l'eau du café compte parce que c'est la seule eau que je bois? Ou moi, je bois l'eau avec mes cachets le matin, puis c'est tout. Ouais, c'est Parce ça. que j'allais dire, 1,5 litres, c'est rien. Là, mais... Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que là, t'as du monde qui vient te voir puis ils boivent même pas 1,5 litres, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Non. Puis je te dirais que c'est 90% des gens qui viennent me voir. Là. C'est pas 10%. Là. C'est hallucinant à quel point les gens ne consomment pas d'eau. Puis 2 litres de Coke, par exemple, ça va se passer très bien, mais de l'eau, mais ça goûte rien, justement parce qu'on est tellement rendu habitué, nos papilles gustatives sont rendues habituées à être chatouillées à tout moment de n'importe quelle saveur. Puis là, tu bois de l'eau qui goûte rien, entre guillemets, c'est plate. Fait que je vais prendre d'autres trucs. Je vais prendre du Sprite, je vais prendre de ci, de ça. Puis finalement, ça nous aide pas du tout. Là. Non, exactement. Fait que oui, l'eau, c'est vraiment, c'est fondamental. Fait que tout le monde qui nous écoute, là, visez au moins 1,5 litres d'eau. Puis tu sais, c'est sûr que c'est pas sur une journée, mais tu sais, imaginez 50 ans de notre vie où on a été déshydraté. C'est sûr qu'à un moment donné, le corps, il a beau vouloir faire au maximum, avec le temps, ben, ça fait qu'il y a des effets, des conséquences, c'est sûr. Eh oui. Ben pourtant, on les arrose nos plantes tout le temps. On sait très bien ce qui se passe si on ne met pas d'eau dans la plante. Mais pourtant, notre corps, on ne lui donne pas d'eau. Essayez de donner du coke à votre plante pendant 3 semaines, voir ce que ça va faire. Mais en parlant d'hydratation, est-ce que tu as... quelle est ta vision des petites... là, je nommerai pas de marque en particulier, mais tu sais, les petites saveurs qu'on ajoute à l'eau pour donner un petit goût, là, les petits trucs que tu pèses. Là, j'ai pas le nom en tête, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ben, pas spécifiquement exactement ce que tu veux dire. Spécifiquement, moi, c'est sûr que je vais recommander aux gens, ben, toujours d'aller plus la voie le plus naturelle que possible, mais si vous aimez ça, mettre des tranches de citron, des framboises, quelque chose à votre eau, ça peut être aussi des tisanes qui peuvent... Il y en a qui aiment des huiles essentielles. Mais tu sais, si on rajoute quelque chose je dirais que surtout s'il y a un goût sucré, ben là, peut-être ça peut être correct. C'est toujours d'où on part puis où on va. Tu sais, si c'est quelqu'un qui buvait des boissons gazeuses puis qui passe par ce chemin-là, ben c'est absolument génial. On vient de faire un gros pas dans la bonne direction. Puis peut-être que si on allait directement vers l'eau, on n'y arriverait pas. Puis la meilleure solution, c'est celle qu'on met en place. Parce que si on ne le fait pas, ça donne rien. Mais dans un monde idéal, ben oui, ça peut être ce genre de choses-là qui peuvent nous agrémenter. Et comme tu l'as bien dit, c'est aussi une question d'habitude. Parce que quand on est habitué à boire de l'eau, ben après, on est habitué puis on n'a plus besoin de se forcer. Mais souvent, en transition, oui, ça peut aider. Là. Mais autant que possible, pas de sucre dans ce qu'on ajoute. Là. Donc, juste du Splenda. Excellent. Est-ce que, pour ce qui est du stress, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de comme protocole, en fait, pour aider avec le stress? Fait que c'est sûr que, tu sais, on a parlé tantôt vous m'avez parlé des plus gros trucs, fait que je vous ai dit l'eau. Ben, le deuxième, peut-être le plus sous-estimé, c'est le stress. Donc, j'ai des gens qui ont... Tu sais, je fais toujours une roue avec les clients. En fait, la première étape, quand je travaille avec des clients, c'est une série de 2 rencontres où on fait un petit test de mémoire. Puis après ça, je fais la roue avec eux, puis on regarde vraiment où ils sont, puis tout ça, pour vraiment mettre en lumière, puis de façon visuelle, qu'est-ce que ça se passe. Puis ça permet aux gens de vraiment prendre conscience. Justement, l'eau, si je suis à 0, ben, oups, tu sais, ça sert à rien d'aller travailler sur plein de choses super compliquées alors qu'on ne boit pas d'eau. Fait que le stress, c'est souvent que j'ai vu que les gens, c'est un peu comme le sommeil, les gens, des fois, ils ont tout. Tu sais, ça va super bien, ils sont à 80% à peu près partout, puis le stress est à 0, 1, 2. Ben, on dirait que les gens, un peu comme l'eau, les gens réalisent, tu sais, on le sait là, théoriquement dans notre tête que le stress, c'est pas bon, mais on le voit pas tant que ça. C'est souvent, on néglige, on se dit, c'est pas si grave, mais non, c'est fondamental. Ça va être dur d'être au meilleur de notre forme si notre système est toujours en état de stress. Puis, tu sais, c'est moins concret, fait que c'est plus abstrait, c'est plus dur à évaluer. Puis, toutes les pratiques, ben, il y en a plein, tu sais, de respiration, de cohérence cardiaque, de yoga, de marcher dans la nature. Mais oui, vraiment,
vraiment adresser le stress. Puis si tout le reste, encore là, c'est un peu comme le sommeil ou comme l'eau, si on essaie de mettre en place plein de changements puis qu'on est vraiment dans un stress super élevé, ben il va falloir, idéalement, c'est d'adresser ça parce que sinon, ça va être difficile de faire une réelle différence. Là. Ben, comme tu dis, c'est difficile au niveau du stress de mettre le doigt sur à quel niveau de stress tu es en ce moment. Au niveau de l'entraînement, c'est combien de jours tu es allé, combien d'heures tu t'es entraîné. Au niveau de l'eau, c'est combien de litres est-ce que tu as bu. C'est facile de dire j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, mais ton niveau de stress, es-tu à 12,5% ou à 75,8%? Ou, c'est difficile à juger ça. Fait que quels sont les trucs pour savoir si tu es dans un environnement où est-ce que tu es trop stressé ou que tu es juste stressé normal, correct? Juste, je dirais que ça, c'est le genre de question, quand moi je travaille avec les gens, il n'y a rien de mieux que de parler à quelqu'un, puis avec le recul, quand on prend le temps, puis on se fait poser des questions, puis on est honnête avec soi-même, puis on explique un peu notre mode de vie. D'habitude, les gens sont assez conscients de où c'est, mais généralement, puis tu l'as dit tantôt, on est dans un mode de vie, on est tout à la course. Combien de fois dans notre vie, on arrête pour se poser la question, est-ce que mon stress est optimal pour ma santé? Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. Puis comme tu le dis, c'est pas mesurable. Même l'eau, les gens ne se la posent pas trop la question avant qu'on la pose. Bon, l'alimentation, oui, on va se la poser la question. Est-ce que ce que je mange, l'exercice aussi, on se la pose. Mais pour les autres questions, souvent, ben c'est pour ça que maintenant, tous mes clients avec qui je commence, on commence par faire le tour avec eux pour vraiment mettre une note sur les différents éléments pour vraiment prendre conscience, puis ça nous permet de dire, OK, ben, on parlait tantôt des 50 facteurs, mais avec cette personne-là, ça va être quoi qui va avoir le plus d'effet sur, c'est quoi la priorité, sur quoi travailler, ou les priorités, ça peut être 2-3 priorités, là, mais... Fait que, ouais, c'est comme tout, c'est de prendre conscience puis de prendre du temps pour y penser. Oui, de faire un stop, une petite pause, puis de se poser des questions, parce que justement, comme tu le dis, souvent les gens ne prennent pas le temps, puis c'est une roue qui va vite, la vie, et des fois, on ne réalise pas à quel point on se met des barreaux dans nos propres roues. Au niveau de l'exercice, le protocole Bredesen recommande un style d'entraînement en particulier, une fréquence d'entraînement précise? En fait, ce qui est recommandé, c'est, c'est de bouger, comme tout le monde. Là, plus qu'on bouge, mieux c'est. Après ça, si on veut aller à un autre niveau, c'est tout ce qui est intervalle, haute intensité, Tabata. Au niveau du cerveau, puis là, vous êtes plus expert que moi, mais au niveau du cerveau, on commence à avoir les bénéfices après 4 minutes d'entraînement en haute intensité. Et à partir de 7 minutes, on atteint le maximum des bénéfices pour le cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres bénéfices à en faire plus longtemps, mais le cerveau, il atteint le maximum de bénéfices après 7 minutes en intervalle. Fait que l'idéal, c'est de faire un 7 minutes. Tu sais, quelqu'un qui veut vraiment viser l'idéal, ben, c'est un 7 minutes, 4-5 fois par semaine. D'où la mode des 7-minute workouts qui sont sortis oui, récemment. Je l'ai sur mon téléphone, je dis, il y a d'autres bénéfices, là, je pense que c'est pas, moi je parle du bout cerveau, le reste, c'est pas mon expertise, mais oui, par rapport au cerveau. Ça, c'est l'optimal si on va aller plus loin. Mais tu sais, quelqu'un qui marche 2 heures par jour, encore là, si on fait le recul puis qui est ultra stressé, je ne vais pas dire non, on rajoute le 7 minutes, là, c'est important. On va travailler sur quelque chose d'autre qui est peut-être moins. Ça va augmenter son niveau de stress de dire oh, j'ai pas fait mon 7 minutes. Exact. Non, mais c'est drôle, mais je vous dirais que le plus gros défi que j'ai, puis quand c'est les gens qui sont plus avancés, je travaille avec les familles, généralement, je ne travaille pas juste avec un individu, je travaille avec les familles. Puis le plus gros défi, c'est trouver l'équilibre entre je veux faire des changements pour améliorer ma santé, tout ça, mais je ne veux pas tomber dans quelque chose de régimenté, de militaire et tout. Puis là, ce qui arrive souvent, c'est que les aidants, les proches, les gens de la famille se sentent plus comme des polices. La personne qui a à faire les changements se sent comme contrôlée, gérée, tout ça. Ça crée plein de tensions, frictions. Fait que le stress est dans le tapis, la joie de vivre est difficile. Puis là, on essaie de faire un changement. Fait que oui, on est peut-être en train de mettre l'exercice puis l'alimentation optimale, mais la qualité de vie fait que c'est super difficile. Puis ça, je vous dirais que c'est le plus gros défi que je rencontre avec les gens. Parce que on a beau le dire et le comprendre, là, mais tu sais, surtout si c'est quelqu'un qui est déjà qui a déjà des pertes de mémoire, puis on veut faire tout en notre possible pour aider cette personne-là qu'on aime, c'est dur de dire « Ah non, je vais être là pour soutenir », puis c'est correct que ça prend 3 semaines avant qu'il arrive à son rythme optimal d'exercice, d'eau ou quoi que ce soit, là.
Ah oui, ça, c'est certain que ça prend un certain temps pour que ça se fasse. Là, tu vois, j'ai complètement oublié ma question. C'est pour ça que tu as un papier puis un crayon, Eric. N'importe quoi. J'ai des trucs pour toi pour la mémoire. Ah, c'est ça, exactement. Là, je sais, j'ai trouvé, j'ai mis le doigt dessus. En parlant d'exercice physique, Ouais. j'ai coaché le tennis pendant des années et un des Ouais. exercices que je faisais, c'était de forcer mes élèves à faire des choses au quotidien avec leurs mains non dominantes. Et c'est ça intéressant. fait aussi travailler l'autre côté du cerveau, finalement. Des trucs banals comme se brosser les dents avec la main non dominante ou manger sa soupe avec la main non dominante, etc. Est-ce que ça a aussi un impact positif sur le cerveau? Ben, en réalité, tu vois, je le retiens, je vais l'ajouter dans les recommandations que je fais. J'adore ça parce que c'est quelque chose de facile. Puis là, tu as un super bénéfice, c'est que, ben, en fait, on parlait d'entraînement du cerveau, ben, toutes les choses d'apprendre une nouvelle langue, de prendre un nouveau chemin, tout ça, c'est des choses qui font travailler notre cerveau. Fait que oui, c'est génial, travailler avec notre main, c'est sûr que ça fait travailler non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau de faire travailler notre cerveau. Donc, c'est un très bon truc, ouais. Je le retiens, celle-là, mais non, je ne l'ai jamais recommandé. Ah oui, c'est quelque chose qui est super simple à ajouter dans ta vie de tous les jours, mais quand tu le fais, c'est pas tant simple de le faire. Tu réalises que c'est plus long un peu de brosser les dents, t'es moins efficace. Puis en plus, tu es clairement dans le moment présent quand tu fais ça parce que tu as besoin d'être concentré puis tu as besoin d'être là quand tu le fais. Ouais. Fait que tu penses moins à tes problèmes de ta journée. Exact. Tu penses Voilà. vraiment C'est de à la ta molaire. méditation. C'est de la méditation en même temps. C'est génial. Pour ce qui est des Je vais, carences. je vais le garder, c'est un super bon truc, merci d'avoir non, Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est gratuit. Allez, prends-le, c'est cadeau. C'est cadeau. c'est le même prix. Carence alimentaire. Ben, j'imagine, ouais, on est on vit à une époque où est-ce qu'on est extrêmement carencé, Dépourvu de nutrition. dépourvu de nutriments et de, ouais, voilà. Comment est-ce que tu t'arrives à cibler les carences des personnes que tu traites? Ben là, c'est sûr que les carences, c'est peut-être le seul sujet où on peut, tu sais, c'est pas comme l'alimentation, l'exercice, tout ça, c'est le seul sujet où les gens qui suivent, tu sais, il y a différents niveaux, là, on parle des habitudes de vie, tout ça, les gens qui suivent le protocole vraiment complet, puis je travaille avec des gens de plein de différentes façons, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans, c'est avec un suivi médical, avec des médecins, avec des prises de sang, un rapport qui est produit par le Dr. Bredesen. Et donc, les carences sont identifiées, puis les recommandations viennent avec par un professionnel de la santé. Là. C'est pas juste, prenez ça, là, c'est pas l'objectif. Évidemment, tout ce qu'on fait ici, que ce soit au niveau de changer l'alimentation, prendre plus de légumes, tout ça, évidemment, c'est super, ça contribue. Aussi, de tout ce qu'on fait, si on réduit notre stress, notre corps il absorbe mieux, quand on digère mieux, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est bénéfique. Mais après, s'il y a des suppléments, des ajouts, tout ça, là, c'est avec un spécialiste. Là, c'est pas... Et quelle est la carence la plus fréquente que tu vois? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il n'y en a pas une nécessairement qui sort du lot. Il n'y en a pas une qui sort du lot. Là, c'est variable. Ah oui, je suis Ouais. étonné de ça. Je m'attendais à ce que la vitamine D soit une carence très fréquente. C'est un gros, mais j'ai des gens qui sont surdosés en vitamine D. Peut-être parce qu'on a tellement parlé de la vitamine D, je pense qu'il y a des gens qui prennent des suppléments. Fait que j'ai vu toutes sortes de choses, donc pas nécessairement pour tout le monde, mais oui. Puis la C'est sûr surdose que de la vitamine vitamine D, comment tu vois ça? Pardon? La surdose de vitamine D, comment est-ce que tu vois ça? La surdose, dans ce cas-là, on va dire à la personne, si elle prend des suppléments, d'arrêter, puis on va recontrôler. Dans le sens où ça ne va pas nuire à la santé du cerveau, le fait que la personne se surdose en vitamine D? Soit surdose, non. Mais tu sais, ça faudrait, après, ça dépend des surdosages, tout ça. Ça, c'est vraiment les questions qu'on regarde avec les prises de sang des gens de manière plus spécifique. OK.
il y a un sujet qu'on n'a pas parlé, tu sais, par rapport aux 7 éléments. On n'a pas parlé beaucoup de la toxicité, ou je ne sais pas si tu avais une autre question. Ou... C'est là qu'on s'en allait, fait que c'est Exact. une très très belle façon d'y aller. De l'introduire. Fait que la toxicité, moi, quand j'ai commencé en 2018 à travailler avec le protocole Bredesen. Puis quand j'ai commencé, bon, c'est aux États-Unis, hein, le rapport est fait aux États-Unis, les prises de sang, c'est soit ici ou en France, on est dans le système métrique. Et aux États-Unis, bon, tu sais, c'est bon. Fait qu'il y avait une question de conversion. Fait qu'au début, maintenant, c'est plus comme ça, là, c'est intégré dans le système puis tout ça, puis je rentre les valeurs telles qu'elles sont dans les laboratoires. Mais au début, on devait faire les conversions. Puis, à un moment donné, puis ce qui est écrit, c'est les gens qui ont lu ou qui liraient le livre du Dr. Bredesen, ils parlent d'à peu près 10 de la problématique, c'est la toxicité. Parce que sans aller trop dans le détail, je vous ai parlé de 50 facteurs, 7 éléments, mais Dr. Bredesen a comme catégorisé ça en différents types d'Alzheimer. Dans le fond, lui, il a dit qu'il y a plusieurs différents types. Il y a le type glycotoxique, dans le fond, quelqu'un qui a beaucoup de sucre, qui mange beaucoup d'alimentation sucrée. Il y a le type trophique, qui est quelqu'un qui est carencé. Je ne les nommerai pas toutes les 6, là. Et le type que lui appelle le type 3, c'est le type toxique. Donc, le but premier du rapport, quand on fait tous les tests, c'est d'arriver à voir c'est quoi le type de la personne. Il y a inflammatoire aussi, pour pouvoir prioriser ce sur quoi on va travailler. Puis le type 3 toxique, qui est d'ailleurs le plus difficile, parce que, tu sais, adresser la toxicité, c'est quand même pas facile par rapport à quelqu'un qui mange sucré. Bon, c'est plus facile à changer l'alimentation et à savoir quoi faire. Puis au début, puis dans le livre, si les gens lisent le livre, c'est ce qu'on dit encore, parce que c'est une édition, je pense, de 2016 ou 2017. Il disait que c'était à peu près 10 des cas, le numéro 1, c'était le type toxique. Puis moi, ben, je faisais des conversions, puis presque tous mes clients, à peu près 90 de mes clients, c'était le type toxique qui sortait en premier. Fait qu'à un moment donné, j'ai écrit, j'ai dit, c'est-tu moi? Je suis en train de faire des erreurs de conversion parce que ça sort presque tout le temps toxique alors que c'est supposé être le... Puis finalement, Dr. Bredesen a répondu, puis tous les praticiens disaient, ben là, il y a plein de praticiens qui disaient, non, moi aussi. Puis Dr. Bredesen a fini par répondre, il dit, oui, quand on a commencé en 2012, on pensait que c'était un petit problème, plutôt l'exception que la règle, puis il y aurait quelques cas. Puis il dit, on se rend compte que finalement, c'est la grande majorité des gens. Fait que la toxicité, puis là, c'est large, hein, mais finalement, notre corps ou notre mode de vie ou notre environnement fait qu'on est exposé à plein de choses à travers notre vie, puis qu'à un moment donné, il y a des accumulations qui se font. Puis, c'est vraiment important à adresser plus qu'on pensait. Fait que, tu sais, dans la toxicité, il y a toujours 2 éléments. Il y a un, réduire l'exposition. C'est que ce soit la fumée, les produits que je me mets sur le corps, les produits nettoyants pour la maison, bon, et ainsi de suite. Donc, réduire l'exposition autant que possible. Et après ça, deuxième partie, ben, c'est de nettoyer notre système le mieux que possible. Puis c'est là où tout ce qu'on parlait devient important, tu sais, comme l'eau. Évidemment, tu sais, si je bois de l'eau, j'urine. Quand j'urine, ben, j'élimine des toxines. Donc, tu sais, si on parle de 30-40 ans à ne pas uriner suffisamment, ben, tu sais, c'est un élément. Le sommeil, ben, le corps se détoxifie 10 fois plus durant la nuit que le jour. Donc, durant la nuit, mais si on ne dort pas bien, ben là, on perd ce bénéfice-là. Ou, en tout cas, on ne perd pas complètement, mais on a beaucoup. Fait que c'est là où tout ce qu'on fait vient travailler sur tous les autres éléments. Puis si je mange du sucre, beaucoup de sucre, si mon taux de sucre est élevé, ben ça devient une toxine. Fait que c'est là que tout ce qu'on fait est interrelié, puis a un effet. Puis quand on commence à vivre un mode de vie, quand on fait de l'exercice, c'est la même chose, hein, vous le savez, ben, on transpire, on élimine les toxines dans notre corps par le biais de la transpiration. Fait que c'est vraiment important. Puis c'est comme si le résultat final, c'est que ben, à un moment donné, la charge toxique est trop élevée. Puis là, le corps est capable d'éliminer, mais il y a un maximum qu'il peut faire. Fait qu'on essaie de faire tout en sorte que le corps puisse éliminer davantage et aussi de réduire les expositions. Et en plus, avec le jeûne intermittent, ça aide également à éliminer les toxines. Tout à fait, tout à fait. Fait que, tu sais, si j'ai un message que je dis à mes clients puis qui souvent est surprenant, tu sais, l'alimentation, on le sait, l'exercice, on le sait. Bon, le stress, on en a parlé, c'est abstrait, on le sait inconsciemment, mais on n'agit pas toujours en fonction. Mais la toxicité, la majorité des gens ne le réalisent pas, l'importance. Tu sais, on s'en rend pas vraiment compte. Ah oui, on est bombardé tous les jours de centaines et des centaines de différentes toxines. Juste, tu sais, on a la bonne intention d'aller marcher dehors
et on marche sur le trottoir. Et qu'est-ce qui passe à côté? C'est 32 voitures à la minute. Ben, on respire toutes ces toxines. Fait que là, il faut aller marcher, mais dans les forêts seulement. Ouais, c'est ça. Et fait intéressant, c'est que normalement, au niveau de l'air, au niveau de la pollution de l'air, l'endroit généralement où le plus haut taux de pollution, c'est l'intérieur de nos maisons. Et pourtant, on a plein contrôle sur l'intérieur de nos maisons. Et ça vient de où? Ça vient des produits nettoyants. Donc, une des premières choses encore là que tu sais, les gens disent tout le temps, c'est la première chose. Donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup de premières choses à mettre en place. mais tu sais, quelque chose de super facile à faire comme changement, ben, si on ne le fait pas déjà, c'est de prendre des produits nettoyants écologiques. Parce que quand on nettoie, ça reste dans l'air et ça crée la pollution dans notre environnement. Puis ben, souvent, c'est même pire que les voitures et tout ça parce qu'on est à l'extérieur, justement, donc c'est quand même mieux. Mais à l'intérieur, on a tous le contrôle là, sur les produits qu'on prend en nettoyant, puis c'est juste d'acheter quelque chose au lieu de quelque chose d'autre. Fait que ça, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Oui. Je te dis pas que ça fait tout, mais ça fait déjà une bonne différence. Non, encore là, c'est une accumulation. Si je fais ça, c'est pas en une semaine que ça fait une différence. Là. Non, c'est certain. Surtout si ça fait 35 ans que tu utilises les produits ultra toxiques pour laver ton plancher, mais c'est pas en 35 secondes que ça va s'en aller. Mais c'est là aussi que tantôt tu parlais d'huiles essentielles. C'est là que les huiles essentielles aussi peuvent être intéressantes parce que tu peux créer tes propres produits nettoyants naturels à base d'huiles essentielles. Fait que c'est sûr que là, il faut que tu deviennes un peu... chimiste. Pas chimiste, mais quasiment. Il faut que tu deviennes... faut que tu fasses tes propres choses à la maison. Il faut s'éduquer à ce niveau-là, mais il est faisable de faire ça à la maison de façon naturelle, puis ça sent drôlement bon aussi. Fait que... ouais, ben non, mais c'est vrai. Encore là, c'est toujours la même chose. C'est des habitudes, tu sais. Si, exemple, nos grands-mères faisaient leur produit avec des huiles essentielles, aujourd'hui, on ferait ça comme si de rien n'était, puis on se poserait pas la question. Fait que c'est de recréer ces habitudes-là. Fait que ça, c'est vraiment l'idéal. Après, tu sais, même au moins prendre les produits verts ou écologiques. Déjà, ils sont moins toxiques généralement. Ben, tu sais, il y a plein de trucs. Pas garder, accumuler, on se rend pas compte. Des fois, on garde plein de produits dans notre maison qu'on n'utilisera peut-être jamais. Là, tu sais, le vieux galon de peinture de la chambre du fond. Bon, ben, faire un ménage, tu sais. C'est vrai. Pour garder juste l'essentiel. Peut-être pas le garder dans la cuisine, mais le garder dans le garage. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire pour... Puis de faire circuler l'air aussi à l'intérieur, j'imagine, ça peut faire une grande différence. Oui. Moi, je recommande toujours, idéalement, 10 minutes le matin, 10 minutes en fin de journée, de faire aérer. C'est sûr que s'il fait moins 30, on peut se garder une petite gêne, mais il ne fait pas moins 30 à tous les jours. Fait que, oui. Mais je dirais que dans le cas de la toxicité, le plus important, c'est la prise de conscience. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une des choses sur lesquelles les gens, on n'est juste pas conscient de tout ce que ça implique. Puis l'importance. Mais oui, mais souvent aussi, c'est hors de notre contrôle. Comme je dis, on a beau marcher dehors, on va pas demander aux voitures de prendre un détour parce qu'on marche sur ce trottoir-là. T'sais. Fait que des fois, on peut pas. Par contre, il y a des gens qui volontairement vont inhaler des toxines 4, 5, 10, 32 ou un paquet par jour. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Mais sinon, comme moi, non-fumeur... mon niveau de toxicité, c'est plus compliqué à gérer lorsque je suis à l'extérieur de la maison, disons. Tout à fait. Mais tu l'as dit, c'est sûr que si on a le choix, marcher en forêt, c'est bénéfique. Il y a plein de... Encore une fois, on combine la méditation avec l'exercice physique. C'est génial. Fait qu'on pourrait aller marcher en forêt tout en se brossant les dents avec la main non dominante. Fait que là, on aurait une méditation complète tout en travaillant notre... Voilà. Hein? Ah, génial. C'est réglé. On va commencer à travailler. On aurait juste l'air un peu fou, là, mais oui. Faut juste pas rencontrer quelqu'un d'autre. Il me semble que tu te brosses les dents à un endroit bizarre. Ouais, c'est ça. OK, fait que là, on a parlé et donc, au niveau de la toxicité, toi, mis à part les choses, les produits nettoyants à la maison, quelles sont les autres recommandations que tu fais pour tenter de gérer cette toxicité-là? C'est sûr que, c'est ça, c'est de regarder les sources d'exposition. Au niveau c'est les produits chimiques, ça peut être aussi des gens, encore quelque chose qu'on regarde pas, mais quelqu'un qui aurait une problématique toxique ou quelqu'un qui aurait fait beaucoup de changements puis qui ne sent pas une différence.
ben, de regarder s'il y a des signes de moisissure dans la maison. Ça, c'est vraiment important. On peut faire un petit test qui n'est pas très cher où on évalue la qualité de l'air dans la maison. Moi, je l'avais déjà fait faire dans notre ancienne maison, qui était une vieille maison, puis où je sentais l'odeur de moisissure dans le sous-sol. Puis, en faisant le test, ben, ils nous ont dit, oui, il y a de la moisissure, mais elle est non toxique, vous pouvez la laver, puis ça sera correct. Fait que des fois, ça peut être quelque chose, c'est pas une grosse implication, puis ça peut être quelque chose à prendre en compte. Ben, tu as fait faire ça par un inspecteur en bâtiment, dans le fond, c'est une compagnie d'expertise. Ben, c'est des spécialistes, là. C'est pas des inspecteurs en bâtiment, c'est des gens qui évaluent la qualité de l'air. Okay. Mais tu sais, sur Google, on peut chercher. Là, moi, je les ai trouvés sur Google. Ça fait quelques années, mais tu vois, je pense que ça avait coûté comme 200 quelques dollars. C'était pas un énorme investissement. Puis en plus, quand on a voulu vendre la maison, ben, c'était génial parce qu'on avait ce rapport-là. Fait que, Ben oui. Puis surtout là, les gens étant confinés, travaillant à la maison, on reste à la maison 24 heures sur 24, sauf le 20 minutes où on va faire notre épicerie durant la semaine. Fait que c'est important que cet air-là soit de qualité. C'est sûr que maintenant, c'est encore plus important qu'avant. Tu as bien raison, parce que quand on est dans des tours à bureau et ainsi de suite, l'air il y a des contrôles d'air, puis les systèmes d'aération et ainsi de suite, mais dans nos maisons, pas nécessairement. Fait que oui, c'est peut-être quelque chose que les gens pourraient se poser davantage la question. Et ta recommandation, quand tu disais tantôt, d'ouvrir matin et soir, comme moi, mon chien, il veut sortir souvent, puis là, les gens disent, ça fait rentrer le froid, mais moi, je me dis à chaque fois, non, ça fait aérer ma maison, Ouais, fait qu'au pire, ben regarde, fait que, tu sais, pas avoir peur d'aérer, c'est vraiment une bonne pratique. 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Oui, idéalement. Donc, on ouvre toutes les fenêtres de la maison pendant 10 minutes. Ou tu peux juste démarrer le changeur d'air aussi, je pense. Pas descendre toutes les fenêtres, mais tu sais, tous les grands espaces là, qui aient d'aération. OK. Cool. Intéressant. Question pour toi. Je ne sais pas si tu as la réponse. Alors, si tu n'as pas la réponse, pas de problème. Mais je suis curieux de savoir parce que j'ai eu ce débat-là il y a quelques mois de ça par rapport au mazout. Les maisons ou les condos qui sont... C'est plutôt les gros bâtiments qui sont chauffés au mazout. Est-ce que ça a une incidence importante? C'est sûr que, tu sais, j'ai pas une expertise approfondie dans le sujet de la toxicité, puis c'est un sujet sans fin, là, il y a des sources, il y en a partout. De ce que moi, j'en connais, c'est que oui, ça peut avoir une incidence, le mazout. Tu sais, c'est quelque chose quand même... mais jusqu'où et tout ça, ben là, il faudrait vraiment parler à des experts, mais je pense pas que c'est la situation optimale. Mais dans ta situation, Eric, est-ce que la tank de mazout se retrouvait au sous-sol et puis ton appart serait comme au 10e étage dans cette situation-là? Ouais, ça serait ce genre de situation-là. Okay. Je pense qu'avec la distance, ça ne doit pas être si pire que ça. Non, c'est ça. Ben non, parce que dans le fond, le chauffage de mazout, il ne circule pas dans... Ben, en tout cas, je pense pas. Là. Je ne suis pas une experte en chauffage, là, mais je pense pas. Mais j'ai eu des clients dans des vieilles maisons qui avaient déjà été chauffées au mazout, donc où c'est dans l'espace de vie. Ouais. C'est sûr que là, dans ce cas-là, les gens ont choisi de quand même investiguer pour voir s'il y avait encore des émanations ou quoi que ce soit. Moi, j'avoue que si la tank est dans le sous-sol, ça peut être plus problématique que s'il est à 10 étages de ton appartement. Surtout si c'est dans la chambre même, ça peut causer des problèmes. Ça peut être très, très, très problématique, j'imagine. Est-ce que le docteur Bredensen a mentionné peut-être dans son nouveau livre qui vient de sortir l'effet des ondes, l'effet du 5G ou l'effet du 4G ou ces choses-là? Ben oui, puis tu sais, c'est souvent un sujet tabou, fait que volontairement, j'en ai pas parlé, mais c'est sûr que moi, je privilégie. Moi, j'éteins mon Internet le soir, mon téléphone est toujours au moins à 6 mètres de moi, la nuit surtout. Tu sais, moi, je privilégie vraiment. Bon, c'est sûr que, tu sais, on peut pas vraiment, bon, on peut toujours, mais tu sais, c'est difficile de s'en passer, ça fait quand même partie de notre quotidien un peu partout, mais oui, essayer d'être responsable. En tout cas, c'est sûr que par mesure de précaution, oui. Donc, oui, on en parle. Tu sais, j'avais une cliente, je pense qu'elle dormait dans la chambre à coucher. La lit était collée sur les compteurs électriques, sur tous les gros fils, pas fils, mais câbles qui alimentaient la maison au complet.
et tout l'Internet et tout ça. Le lien était collé là-dessus. Wow. T'sais, on peut se dire, est-ce que ça va changer tout ou pas? Ben, en tout cas, mettons les chances de notre côté. Exact. Exactement. C'est clair, ça doit pas être optimal. Je suis sûr qu'en changeant son lit de place, elle a dû mieux dormir. C'est garanti. Ben, ouais. Bon, moi, tu as la chance Fait d'habiter que- dans une maison. Moi, j'habite dans un condo, tu sais. Fait que j'ai beau éteindre mon Wi-Fi le soir, j'en ai 42. Il y en a 42 Ah ouais, gens c'est ça, autour ben de moi. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis, bon, on fait, à travers tout ça, vous avez vu qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Fait qu'il y a deux choses que moi je regarde. Ben, tu sais, il y a toujours différents éléments que je regarde avec les gens pour les recommandations. Un, tu sais, si la personne me dit, moi, le vin, là, c'est sacré pour moi, jamais j'arrêterai. Bon, ben, regarde, on va travailler sur d'autres points. Vous avez vu, il y en a tellement. Mhm. On va prioriser d'autres choses. Puis souvent, les gens, ben, un peu plus tard, quand ça va, tu sais, quand ils se sentent mieux, ben là, finalement, le vin, ça devient un peu moins sacré. Après ça, ben, ce qu'on peut changer. Tu sais, fait que dans le cas où je suis dans un condo puis il y en a partout, bon, ben, ça s'arrête de s'acharner là-dessus puis de dire, ben oui, mais je veux pas, regarde, on peut pas, ben travaillons sur autre chose. Tu sais, pour quand même faire une différence. Encore là, on cherche pas la perfection, ça n'existe pas, c'est pas possible, mais tout ce qu'on fait, c'est des pas dans la bonne direction. Exact. Mais c'est bien, tu as le même message que nous portons depuis le début de Radio Fitness, qu'on est mieux d'en faire, de faire qu'est-ce qu'on peut plutôt que de rien faire du tout, tu sais. Ben oui, mais tu sais, souvent, pas, ouais, c'est ça. En tout cas, des fois, c'est aussi, ben, on se dit, ben, je peux pas faire ça, fait que je fais rien, puis comme Ouais. ça, Mais ça, c'est la même, philosophie que de dire ah, là, j'ai une crevaison, donc tant qu'avoir une crevaison, je vais prendre un couteau puis je vais péter mes 3 autres pneus aussi. Tu sais. c'est pas parce que t'as fait une petite erreur, t'as mangé une poutine cette semaine que tu vas pas aller t'entraîner toute la semaine, que tu vas manger 32 gâteaux puis que tu vas fumer 5 paquets de cigarettes puis tu vas commencer à dormir à côté de ton Wi-Fi. Ben, ça. Ben, puis c'est ce que vous faites sûrement avec l'entraînement, puis c'est ce que je fais avec mes clients. Nous, on est là pour les ramener à faire le plus que possible, de rester alignés sur le chemin. Puis un écart, moi je dis, tu sais, un écart, c'est pas une excuse pour arrêter, c'est un écart. Puis il y en a, tu sais, à la base, il y en aura toujours des écarts. Fait que ça fait partie de la vie. Fait que après ça, à partir de là, mais c'est pas une raison pour tout arrêter ou même pas commencer, comme tu dis. Parce que... Exact. Fait que Génial. c'est super, c'est très, très, très intéressant. Donc, le livre, c'est la fin de l'Alzheimer. La fin d'Alzheimer ou de l'Alzheimer, je pense que c'est d'Alzheimer, des apostrophes, en tout cas un ou l'autre, là, puis c'est le docteur Bredesen, je ne l'ai pas devant moi, je ne sais pas où il est, je me souviens plus où je l'ai mis. C'est bon, ça. Il est disponible chez Renaud-Bré sur Amazon, il est disponible à peu près partout. Là. Excellent. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, Patricia? Sur mon site web, qui s'écrit comme mon nom, Patricia Spans, www.patriciaspans.com. Il y a les différentes informations. Il y a les liens aussi vers le Dr Bredesen, la science et tout ça, qui est en anglais. Tout ça est en anglais, mais j'ai tous les liens. Et aussi comment me rejoindre si les gens veulent faire une rencontre avec moi. Quand je commence à travailler avec les gens, ben, ça peut être juste pour l'information. Puis sinon, ben, on fait ensemble le tour, comme on disait tantôt, là, le recul pour poser toutes les questions, puis vraiment voir c'est quoi qui est optimal pour ces personnes-là. Moi, ça fait plus 2 ou 3 ans que je fais ça. J'ai vu plein de monde. Fait que rapidement, je suis capable de bien cerner pour prioriser, pour vraiment rapidement pouvoir prioriser ce qui peut vraiment aider à soutenir le cerveau. Cool. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'était très, très agréable. Puis ça fait 2 personnes qu'on soit qui nous parlent du KetoFlex. Fait que je pense que ça me donne vraiment le goût d'essayer. Ça vous rend curieux, là, vous voulez en savoir plus. Vraiment. Exact. Ben, puis si les gens veulent, sur mon site web, ils peuvent accéder. J'ai une conférence qui explique le KetoFlex plus en détail, là, qui est disponible gratuitement. Excellent. Ben, je vais aller voir ça. Fait que je vous remercie beaucoup de l'invitation. Puis, tu sais, dans le fond, comme je disais, oui, j'ai décidé d'en faire mon métier, mais d'abord, avant tout, de sensibiliser les gens parce que quand les gens commencent à avoir des pertes de mémoire, tout ça, puis on sent qu'il n'y a rien à faire, puis on est dans le désespoir, c'est vraiment difficile. Je l'ai vécu, je le sais. Puis quand on se rend compte qu'il y a des choses à faire, qu'on peut se mettre en action, ça fait vraiment toute une différence. Fait que c'est important pour moi de partager cette information-là parce que très peu de gens sont au courant là, de tout ça. Ben oui, c'est vrai ça. Donc, il faut y aller de façon préventive, s'attarder à notre fitness du cerveau en faisant ces 7 stratégies-là ou tout simplement en allant te voir pour savoir quelles seraient les meilleures stratégies pour nous et ne pas attendre
à plus savoir, à oublier tout, avoir toute cette dégénérescence cognitive-là. Donc, Tout à fait, tout à fait. Puis en plus, vous l'avez vu, tout ce qu'on fait, c'est bon pour le cerveau, mais c'est bon pour notre corps aussi. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour... Oui, exact, c'est ça. C'est en contrepartie, tu vas être top shape. C'est ça. L'effet Oui, secondaire. c'est ça. tout Le bénéfice collatéral, c'est que tu vas être en meilleure forme partout. Fait que Exactement. tant mieux. Super. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Très, très apprécié. Merci de l'invitation et de l'opportunité. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Patricia, et à la prochaine. Salut. Merci. Ouais. Bye. Merci à vous. Et merci à vous. Soyez fit du cerveau. Ah oui, soyez cérébralement. Non, ça se dit pas, ça. Cérébralement. Soyez fit cervement. Non. Soyez fit mental. Non, c'est pas le fit mental. C'est pas mental, Non, mais- c'est vraiment le fitness du cerveau. Oui, là. donc, C'est le fitness du cerveau. Oui, donc soyez fit. Cervicalement. Ayez un cerveau fit. Ayez un cerveau. Merci. Fité cerveau, ayez. donc voilà, ayez une saine hygiène de vie qui supporte un cerveau sain. Un cerveau sain dans un corps sain. Un cerveau fit dans un corps fit. Soyez fit. Soyez fit. Merci beaucoup, Eric. Merci Charles. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Salut.